Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et vous êtes notamment les bienvenus à ce énième numéro de votre émission Vendredi politique qui reçoit ce soir sur ce plateau Monsieur Bruno Ben Moubamba. Monsieur Ben Moubamba, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. On a voulu peut-être dire des petites choses, mais vous allez rectifier. Entre réalisme politique et conviction personnelle, vous êtes à la fois vice-premier ministre, vous êtes chargé de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement, mais en même temps vous gardez vos convictions, vous êtes homme politique et à ce site vous venez de créer une formation politique dénommée ACR, l'Alliance pour l'Alliance pour le changement et le renouveau, portée sur les fonds baptismaux. Donc vous gardez vos convictions d'homme politique. Et à ce titre, ce soir, avec mon collègue Éric Mouelé, nous allons certainement vous interroger sur ces deux aspects. Votre vie politique, la nouvelle formation politique, pourquoi et comment ça a été créé, pour quel but, et voir un peu quelle est la posture de cette nouvelle formation au sein de l'opposition gabonaise. Et peut-être, avec des informations qu'on a pu obtenir, au-delà de la formation, d'une nouvelle formation politique, peut-être vous avez d'autres ambitions pour peut-être créer d'autres entités et je vous le dis déjà, se positionner comme le véritable leader de l'opposition gabonaise. Vous allez nous démentir. Et ensuite, on abordera la partie consacrée effectivement au dialogue politique. Et là aussi, vous allez nous réitérer peut-être votre position par rapport à cette initiative du chef d'État Ali Bongo Ondimba. Et dans la partie consacrée effectivement à vos nouvelles fonctions, vous allez nous préciser quelles sont vos missions au sein de du gouvernement, quels sont les principaux chantiers aujourd'hui des plus urgents ou à d'autres qui devraient peut-être à coup de moyen être réalisés. Et nous allons nous arrêter quand même suffisamment et abondamment sur la question du logement. Vous sortez des négociations depuis pratiquement 2 semaines avec les déguerpis. On en saura effectivement ce soir si vous avez pu obtenir un modus vivendi et peut-être aussi un modus operandi pour voir comment ça va s'enchaîner tout cela. Et puis on va terminer avec des questions en rapport avec l'urbanisme, puisque vous parlez d'un plan urbanistique et voir un peu de façon générale les problèmes des sols et autres et tout ça. Je pense que vous êtes suffisamment aguerri et si on regarde votre formation, vous avez de quoi effectivement remplir cette tâche. Peut-être, Éric, une première question à brûle pour point. Oui. Bruno Ben Moubamba, depuis 2009 jusqu'à la dernière campagne électorale de la présidentielle, vous étiez le farouche opposant du président Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, vous faites une entrée spectaculaire dans le gouvernement. Vous héritez du poste de vice-premier ministre. Comment expliquez-vous cette rentrée spectaculaire? Et sachant que vous avez toujours dénoncé, vous avez même créé, je crois, un concept au niveau du Gabon de sorcellerie politique. Vous venez pour exorciser l'administration gabonaise ou bien vous avez des ambitions, d'autres ambitions? Et quelle, aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer la nature des relations entre Ben Moubamba et Ali Bongo Ondimba? Question claire, je vais répondre de manière très claire. Je suis un opposant. Mais opposant n'est pas un label de qualité. Aujourd'hui, nous venons de vivre des semaines après l'élection présidentielle qui a failli plonger le Gabon dans le chaos. J'ai dit sur vos antennes, lorsque je suis passé comme candidat à l'élection présidentielle, que cette élection n'opposerait pas l'opposition au PDG. Pourquoi? Mais parce que la plupart des opposants, désormais, sont issus du Parti démocratique gabonais. L'élection de 2016, du 27 2016, a opposé en réalité la nation, autant dire une certaine idée du nationalisme entre guillemets gabonais, à ceux qui sont des internationalistes, c'est-à-dire ceux qui, pour arriver au pouvoir, sont capables de passer des pactes les plus invraisemblables avec certains courants internationalistes qui sont pour la destruction de l'État gabonais, parce que lorsque l'on voit à Paris récemment
celui qu'on qualifie de pape de la France-Afrique, M. Robert Bourgi, insulter, lui, Gaston Maïla, un serviteur de l'État, bien connu, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, lui parler comme à un enfant au cœur du Sénat français, en le tutoyant comme on tutoie un indigène, en lui disant « Toi, Maïla, tu n'as pas le droit d'aller au dialogue national ». Voilà les choses qui ont révolté des opposants conscients comme moi. Moi, je ne suis pas un opposant extrémiste. Je ne suis pas non plus un opposant convivialiste. Cependant, si vous permettez d'un mot, j'ai choisi de soutenir la stabilité dans mon pays, la légalité. Pourquoi ? Mais parce qu'il faut préserver l'État. Ce qui justifie votre arrivée, votre principe d'acceptation d'être au gouvernement? Non, en fait, sur le gouvernement, bien entendu, j'ai répondu à l'appel du président de la République, celui qui a prêté serment, M. Ali Bongo, qui m'a proposé, à travers son Premier ministre, M. Issou Ngondé, d'entrer au gouvernement d'ouverture. Attention, je dis clairement aux pédégistes qui pensent que moi, Moubamba, si je puis m'exprimer ainsi, je suis allé à la soupe où je suis devenu pédégiste, mais ils se trompent. Je reste un opposant. Oui, il y a quelque part une alliance purement objective avec le président de la République au vu du chaos qui a menacé le Gabon. J'ai choisi de tourner le dos à une certaine opposition prête à envoyer à la mort des Gabonaises et des Gabonais pour parvenir au pouvoir. Moi, je suis de l'école de Pierre Mamboundou ou d'André Mbaobam qui ont dit qu'ils n'enjamberaient pas des cadavres pour parvenir au pouvoir. Étant donné que je suis au regret de vous le dire, le Gabon est passé au bord d'une catastrophe à travers un complot intérieur, avec des pédégistes de l'opposition et des pédégistes du pouvoir. Eh bien, moi, j'ai préféré privilégier la stabilité des institutions, même si elles sont imparfaites. Pourquoi? Parce que je suis un opposant responsable. Je ne suis pas l'ami de M. Ali Bongo Ondimba. Je dois vous dire la vérité. C'est ce qui n'avait pas été le cas il y a pas très longtemps. On vous a vu quand même appelé à manifester. On vous a vu le 7 août 2009. Dégrafer votre chemise pour dire « tirez sur moi ». Et puis tout d'un coup, comme ça, vous... Mais c'est tout à fait normal. Changer. Moi, je ne suis pas un pédégiste. Je ne suis pas comptable de ce qui s'est passé pendant 42 ans, voire 50 ans. Je suis de la génération de ce que j'appelle le Gabon d'après. Ceux qui n'ont rien à voir avec le système Bongo-PDG. Je suis en alliance objective avec le président de la République pour des raisons objectives, mais les pédégistes n'ont pas de leçons à me donner. Je suis dans un gouvernement d'ouverture. Je ne suis pas tenu par la logique du Parti démocratique gabonais dont le président, par exemple, du groupe parlementaire, M. Baird, a dit lors du discours de politique générale de M. Issou Ngondé, notre Premier ministre, il a dit, en pleine Assemblée nationale, dans notre camp, on ne sait plus qui est qui. Mais parce qu'il y a un complot intérieur, je suis au regret de le dire. Les pédégistes qui n'ont pas pu faire voter, par exemple, leur président, leur candidat à Moabi, devrait être plus humble parce que j'ai entendu parler d'un voyage récemment financé par un membre du gouvernement qui a envoyé des pédégistes aller insulter le vice-premier ministre à Moabi parce qu'il y avait fait connaître ses propres ambitions. D'abord, j'ai le droit de me présenter partout sur le territoire national au nom de la Constitution et ce ne sont pas les pédégistes de Moabi, M. Mbadinga, députés du PDG qui peuvent m'empêcher de me présenter à Moabi. D'accord. Monsieur le vice-premier ministre, je vais quand même rappeler un fait. Vous dites que vous prenez la stabilité du pays et donc des institutions. Sauf qu'en 2009, vous avez fait partie du gouvernement parallèle de feu André Baobam comme ministre des Affaires étrangères. Comment vous l'expliquez? C'est totalement logique. Monsieur André Baobam, qu'il repose en paix. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce qu'en son temps, M. Baobam lui-même avait qualifié la création d'un gouvernement alternatif d'acte politique. C'était un process qui conduisait à un processus politique. Je me suis inscrit dans ce processus politique. C'était quand même anticonstitutionnel aussi. C'était un acte politique qui n'avait rien d'anticonstitutionnel. Absolument pas, qui était un acte politique et qui est sous la responsabilité éternelle de M. André Baobam. Et pour paraphraser certains opposants issus du PDG, j'assume.
Bien, alors on va peut-être laisser ces éléments à mettre au compte de l'histoire. C'est des faits, des événements qui sont déroulés, mais qui restent quand même actuels. Mais plus actuels quand même, vous avez, il n'y a pas longtemps, procédé à la fondation d'un nouveau parti politique dénommé l'Alliance pour le changement et le renouveau. C'est vrai que vous êtes suffisamment étalé dessus, expliqué de long en large vos convictions, les raisons qui vous ont amené à former, disons, ce nouveau parti politique. Est-ce qu'on peut y revenir ce soir? Pourquoi, au lendemain, je pense très bien, au lendemain de quelques semaines après la présidentielle, votre nomination, vous vous mettez à créer une nouvelle formation politique. Pourquoi? Vous savez que j'ai été empêché de me présenter à l'élection présidentielle sous le label de l'Union du peuple gabonais pour des raisons sur lesquelles je ne souhaite plus revenir puisque ces raisons appartiennent désormais au passé. Nous sommes dans une nouvelle dynamique. En effet, le 15 octobre 2016, j'ai décidé quelque part de faciliter la mutation du mouvement, quelque part du mambundouisme, Pierre Mamboundou étant le fondateur de l'Union du peuple gabonais, étant entendu qu'il y avait des blocages, un immobilisme de l'appareil et du label de l'UPG, j'ai choisi de sortir de la querelle des tendances de l'UPG, la querelle des héritiers de Pierre Mamboundou pour m'assumer enfin entièrement à 100% et en mettant en place une structure politique qui doit rassembler d'abord les héritiers de Pierre Mamboundou et ensuite toute cette génération d'hommes et des femmes et de jeunes qui n'ont peut-être jamais milité, mais qui souhaitent apporter leur part à l'édification de la nation, mais surtout s'engager dans le nouveau cycle politique qui a été créé par cette élection présidentielle et qui a laissé des traces et qui a recomposé automatiquement la classe politique parce que nous avons désormais une classe politique qui est en train de passer. Il faut le reconnaître. Le Gabon ne sera plus le même pays d'ici 2 ou 3 ans. Il y en a qui ont, il faut renouveler, il faut changer, il faut du renouveau. Lorsque mais ça change déjà. Sèche, ça change déjà avec M. Ben Moubamba, vice-premier ministre. Ça change forcément, déjà. Mais il y a d'autres personnes qui ont envie d'arriver aux affaires et qu'on accuse d'être des jeunes et qui ne doivent pas s'engager dans la politique. Parce qu'il y en a qui ont des titres fonciers sur la politique au Gabon. Alors, vous parlez en termes d'héritage. Vous pensez que l'héritage de M. Mamboundou est mieux conservé avec cette façon de se démarquer? On sait que c'est vrai, vous vouliez mettre un terme peut-être à ce contentieux, à cette querelle qui a tellement duré. Mais en créant l'ACR, vous pensez que c'est une meilleure manière de conserver et de pérenniser l'héritage de M. Mamboundou? Bien évidemment, l'UPG a été créé pour gouverner. Nous avons mais renoncé... puisque les autres se réclament toujours, même si vous avez pris le large. Mais, monsieur le non, mais oui, allez-y, je répondrai aux deux questions en même temps. On constate que vous avez d'abord été dans l'Union nationale, vous avez claqué la porte, vous êtes venu à l'UPG, vous avez également claqué la porte. Pourquoi, depuis ce temps, vous n'avez pas eu l'ambition de créer ce parti politique-là? À partir du moment où vous n'étiez pas prêt à vous assumer ou bien... Non. Vous savez, comme dit le philosophe Descartes dans le discours sur la méthode, pour le paraphraser, si vous êtes sage et que vous voulez, il ne faut pas hésiter à marcher sur les traces des anciens pour dessiner son propre chemin. C'est par pure modestie et par humilité que d'abord, au sortir de l'élection de 2009, j'ai décidé de me rapprocher de feu André Mbaobam pour apprendre de lui quelque part et parce qu'il me l'avait lui-même humblement demandé, j'ai jugé absolument important de pouvoir répondre modestement oui à un grand acteur comme André Mbaobam qui m'avait sollicité pour la création de l'Union nationale. Et ensuite, pour ce qui concerne l'Union du peuple gabonais, j'y suis allé parce que le président Pierre Mamboundou, qu'il repose en paix, m'avait aussi demandé de me rapprocher de lui pour cheminer politiquement. Je n'ai pas répondu à cet appel à l'époque
parce que j'étais un acteur libre de la société civile qui avait choisi de poser des actes politiques à travers la grève de la faim devant l'Assemblée nationale, un acte de non-violence qui est différent de l'acte de haute violence qu'on a vécu après l'élection présidentielle, c'est-à-dire l'incendie de l'Assemblée nationale. De fait, pour moi, il n'est pas nécessaire forcément de créer un parti politique pour exister. Il faut d'abord faire valoir des principes, des valeurs et définir des normes politiques qui soient nécessaires. On n'a pas besoin forcément de se mettre en avant et de se faire appeler Monsieur le Président. J'ai été contraint, d'abord pour des raisons politiques, après mon voyage à Addis Abeba, février 2011, porteur d'une lettre d'André Baobam au président Jean Ping, commission de l'Union africaine, eh bien j'ai été contraint après ce voyage de me retirer de l'Union nationale. Ensuite, j'ai été contraint de procéder à la mutation de l'Union du peuple gabonais en transformant l'appareil en ACR, puisque je suis parti avec la plupart des élus, la plupart des militants, la plupart des fédérations, pour leur permettre de ne pas mourir politiquement. Parce que le label de l'UPG, qu'on le veuille ou non, est mort. L'UPG qu'on a connu est mort. Est-ce que vous n'avez pas qu'il ne pèse plus politique. Vous n'avez pas contribué à cette mort-là? Non, pas du tout. Bien au contraire, j'ai été une opportunité. Et si je n'avais pas été cette opportunité, les militants ne me suivraient pas. Est-ce que c'est un rapport? L'ensemble, si vous permettez, l'ensemble des fédérations de l'UPG m'ont suivi. D'accord. L'ensemble des élus. Est-ce que c'est un rapport le fait que vous soyez nommé vice-premier ministre? Si vous étiez M. Ben Moubamba sans être vice-premier ministre, est-ce que, même en créant cette formation politique, vous pensez effectivement que vous puissiez avoir toute cette masse qui vous accompagne aujourd'hui? Je ne voudrais pas faire dans l'immodestie, mais vous êtes bien informés, vous êtes des journalistes et nous nous connaissons depuis quelques années. Vous savez qu'à la surprise générale, les militants de l'UPG ont décidé, à commencer par la ville de Ndendé, où je suis un élu local aujourd'hui encore à la mairie, eh bien ces militants, à la surprise générale, ont décidé de me suivre dès mon entrée à l'Union du peuple gabonais. Ce n'était pas commandé, cela s'est fait tout seul. Et il y a eu, c'est vrai, une lutte interne parce que les ambitions sont naturelles. Les gens ont le droit d'avoir des ambitions et les gens ont eu raison de me combattre à l'intérieur de l'UPG. Lorsqu'on vient en politique, il ne faut pas s'attendre à un chemin parsemé de roses. Moi, je ne fais pas dans la rancune parce que j'ai été attaqué, j'ai été combattu par des gens. Est-ce que vous avez triomphé de ces difficultés-là aujourd'hui? J'ai été combattu. Le fait d'être vice-premier ministre, d'avoir sa propre formation politique? J'ai été combattu par mes frères, par les miens. Et vous savez qu'il y a une tradition parfois dans certaines formations politiques et certaines sphères sociologiques d'être trahi et combattu par les siens. Mais ça, c'est ainsi depuis la nuit des temps. Est-ce que maintenant j'ai une fierté d'avoir triomphé? Non, je n'ai triomphé de personne. J'ai fait prévaloir mes idées, je me suis battu parce que, pour à la mes limite, convictions. par rapport à ce que disait Éric tout à l'heure, en amenant avec vous, en apportant avec vous toute la masse, le gros des troupes de l'UPG, ancien UPG, peut-être pour vous aujourd'hui, comme vous avez muté, devenu ACR, mais l'autre UPG, vous l'avez dit aussi, l'Union, elle est morte. Non, ce qui importe, c'est la survie de l'œuvre politique de Pierre Mamboundou, le Mamboundouisme. Est-ce que l'autre UPG pourra survivre? Eh bien, c'est à eux de le dire. Ce n'est pas à moi d'y répondre. Ils ont des leaders, ils ont des membres. C'est à eux d'y répondre. Ils ont le droit d'être ce qu'ils sont et moi, j'ai le droit d'être ce que je suis. Tout ce qui importe, si vous permettez d'un mot, c'est la survie de l'œuvre politique, c'est la survie de l'idéal politique, c'est la survie du mamboundouisme. Voyez-vous, qu'est-ce que c'est le mamboundouisme? C'est une philosophie politique qui s'arc-boute autour du principe selon lequel le citoyen est la base de la société et de l'action. Au cœur du mamboundouisme, il y a cette idée que l'État n'a pas à écraser le citoyen, mais le citoyen doit être acteur de l'État, acteur de son milieu, au centre même de l'action, afin justement de ne pas dépersonnaliser la politique. À la seule différence que Pierre Mamboundou n'avait jamais accepté de rentrer dans un gouvernement. Pourtant, on lui a proposé plusieurs fois. Mais j'ai dit dès le départ, en entrant en l'Union du peuple gabonais, que j'étais venu marcher sur les traces de Pierre Mamboundou. Et qu'est-ce qui s'est-il passé avant qu'il ne meure le 15 octobre 2011? Il était en discussion avec le président
Ali Bongo Ondimba et était au bord de créer une co-gouvernance entre Pierre Mamboundou et Ali Bongo Ondimba. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement, j'ai repris le manche. En ayant terminé à cette élection présidentielle à la 3e place, bien que classé parmi les candidats peut-être mineurs, peut-être des candidats mineurs, mais en la circonstance, ce qui compte, c'est le positionnement. Bien. Moi, je suis arrivé à un positionnement qui me permet de reprendre le bâton de maréchal de feu Pierre Mamboundou et de dire à M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, eh bien, nous allons reprendre les discussions entre vous, modestement, toute proportion gardée, les discussions interrompues entre vous et feu le président Pierre Mamboundou. Monsieur le vice-premier ministre, que répondez-vous à tous ceux qui pensent que l'ACR est désormais votre fonds de commerce? Mais il n'y a pas de fonds de commerce parce que ceux qui me connaissent savent que je suis incorruptible et je dois le dire à la vérité, par exemple, que le président Ali Bongo ne m'a jamais acheté, il ne m'a jamais donné d'argent. Je suis arrivé dans cette configuration politique par pure conviction, parce que j'ai remarqué qu'à la période où nous étions arrivés, il était la dernière digue contre ceux qui voulaient enflammer le pays. Eh bien moi, je dois aussi vous le dire en vérité, je ne suis pas un admirateur du PDG ni du bongoïsme et je ne suis pas obligé non plus de rester au gouvernement. Mais vous êtes opposant. Mais je suis vous opposant. C'est la nature de l'opposition. Et sachez que ce n'est pas parce que je suis au gouvernement que je vais tout accepter. Je le dis de manière très claire. Je ne suis pas de ces ministres qui pensent qu'il n'y a pas de vie en dehors du gouvernement. Le jour où je me rendrai compte que ma présence au gouvernement est incompatible avec l'idée que j'ai du Gabon d'après, eh bien, je n'aurai plus besoin d'être au gouvernement. Avant d'arriver aux questions en rapport avec votre présence au gouvernement, on va quand même se poser d'autres questions. Aujourd'hui, la CER et vous-même, qu'est-ce que vous représentez au sein de l'opposition gabonaise de façon générale? Je représente le Gabon d'après. Je représente le Gabon d'après l'hégémonie du Parti démocratique gabonais, qui n'a pas encore compris. Est-ce que le parti qui vient de naître, c'est vrai, vous avez le gros des troupes émanent de l'ancien UPG, est-ce que on peut dire que vous imposez, vous vous entendez, que ce soit à gauche, au centre, à la périphérie de l'opposition? Est-ce que vous savez comment l'autre opposition vous regarde? D'abord, s'il y a peut-être un point commun entre moi et le président de la République, nous ne sommes pas des amis, nous avons une alliance objective. S'il y a un point commun, c'est que quelque part, nous avons été un peu rejetés tous les deux. Peut-être ça crée quelques liens. Vous m'avez posé la question sur les liens. Moi, je fais partie de ces nouvelles générations qui se sentent rejetés par l'opposition issue du PDG, ceux à qui on dit « vous n'avez pas le droit de faire de la politique parce que vous ne faites pas partie du système, vous ne faites pas partie de l'establishment, on ne sait pas d'où vous venez, et la grève de la faim, qui vous a dit de la faire, et puis. Et puis, M. Ali Bongo, bien sûr, lui, il a probablement ressenti le même rejet de la part de ceux qui ont dit « Ali Bongo est bien frais, Ali Bongo est ceci, son acte de naissance de voilà ». Ceux qui se sentent rejetés par le système ont forcément quelques connexions qui ne font pas d'eux des complices, mais ça crée quand même une certaine compréhension, même si au gouvernement... Il y a un centre d'intérêt quand même. Oui, mais le fait d'être des rejetés par l'establishment ou par le système, quel qu'il soit, eh bien, ça crée quand même une possibilité de compréhension mutuelle, ce qui ne fait pas de nous des complices. Moi, je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Je suis au gouvernement, mais je suis bien conscient qu'il y a une partie de membres du gouvernement du PDG qui ne sont pas heureux de me voir vice-premier ministre. Mais c'est au président de la République qui doit m'en vouloir. Par rapport aux impératifs du temps, on va essayer d'avancer. Oui, sur mon rôle au gouvernement, j'aimerais bien qu'on en parle, notamment mon action gouvernementale. Oui, il faut qu'on y arrive. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez toujours dénoncé le manque de transparence au cours des différentes élections politiques au Gabon, jusqu'à la dernière campagne électorale. Vous l'avez dit, que toutes les conditions de transparence n'étaient pas réunies, qu'on ne pouvait pas avoir des résultats sincères et crédibles. Mais
nous avons constaté qu'après l'élection, vous étiez le premier candidat à reconnaître la victoire d'Ali Bongo Ondimba avant même que la Cour constitutionnelle ne rende ses conclusions. Absolument. Comment vous l'expliquez? Parce que je suis un légaliste. J'ai pris acte d'abord. Avant la Cour? J'ai d'abord pris acte des résultats tels que proclamés par la commission qui gère les élections, c'est-à-dire la CENAP. Et j'ai le droit de le faire. J'ai pris une position politique, peut-être pas une position morale, mais une position politique. Et c'est ma décision et mon choix. Seule l'histoire me jugera. Tiens. Maintenant, la Cour constitutionnelle s'est exprimée. Nous avons des institutions imparfaites, mais moi je suis un légaliste. Je préfère la loi au désordre. Monsieur Mbamba, je disais à l'instant, Eric, on va essayer d'avancer parce que le temps qui nous est imparti n'est pas, c'est pas suffisant pour aborder l'ensemble des questions peut-être, mais très rapidement, dites un petit mot. On vous soupçonne aujourd'hui véritablement de s'accaparer de l'ensemble de l'opposition, d'être à la tête d'un mouvement qui risque de naître dans quelques jours, dans quelques mois, avec des coalitions de partis vraiment pour se positionner en tant que la figure de proue de l'opposition aujourd'hui. Vous savez que le CND est en session plénière. Oui, je vous le confirme. Dès mercredi prochain, je vais adhérer à une nouvelle charte, une charte qui implique la naissance d'une opposition nouvelle, d'une nouvelle opposition constituée notamment de nouvelles personnalités. Quelques-unes sont connues. Il y a à peu près une quinzaine de partis qui ont décidé de soutenir le vice-premier ministre, de soutenir la personnalité de Bruno Ben Moubamba. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau cycle politique qui a commencé au Gabon. Les opposants et les acteurs politiques intelligents ont compris qu'il faut faire avec le très modeste Bruno Ben Moubamba. Pourquoi? Parce que Bruno Ben Moubamba est un David qui va probablement se comporter en acteur anti-Goliath. Précisez votre position par rapport au dialogue politique national. Le dialogue national est important. Nous allons y aller en tant qu'Alliance pour le changement et le renouveau, mais aussi dans le cadre de la nouvelle opposition qui va naître mercredi. Nous allons l'appuyer. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de faire des réformes institutionnelles dans notre pays et je crois avoir entendu le président de la République, lorsqu'il était candidat, affirmer qu'aucune question institutionnelle ne serait taboue. Notre réflexion est déjà terminée. Nous avons travaillé sur la question. Nos propositions sont prêtes parce que nous n'allons pas aller faire les accords de Paris, aller faire les règlements de compte. Vous l'avez dit, vous voyez un calendrier, vous voyez les priorités? Ça peut intervenir à peu près quand? S'achever quand? Dans quel cadre aussi? Le dialogue national doit avoir lieu dans un cadre qui convienne à tout le monde, c'est-à-dire un cadre qui fasse l'objet d'un consensus le CND, de toutes par les exemple forces. Le CND ou tout autre cadre, le CND n'est pas obligatoire. Eh bien, ce dialogue doit avoir lieu autour des réformes institutionnelles et autour d'une nouvelle matrice économique, pourquoi pas une réflexion sur l'identité culturelle de notre pays. Monsieur le vice-premier ministre, est-ce que vous pensez qu'il est possible de tenir un dialogue sincère et crédible sans Jean Ping et sa galaxie, étant donné qu'il a quand même représenté les élections, les derniers résultats des élections présidentielles ont bien démontré qu'il y a deux forces, le PDG, la majorité, et la galaxie Jean Ping qui a quand même c'est la même question. 47% le dialogue avec qui? On parle des partants au dialogue. Avec tout le monde? Avec certains? On parle d'un dialogue inclusif. Très rapidement, hein, je ne fais pas la pression, mais juste pour mieux gérer le temps. En démocratie, une voix est une voix. Et il ne faut mépriser personne. Parce qu'une seule voix peut vous faire perdre, une seule voix peut vous faire gagner. Il ne faut pas aujourd'hui jouer avec la psychologie des Gabonais qui sont déjà dans un état de tension au vu de ce qui vient de se passer. Donc le dialogue aura lieu avec qui veut bien allié au dialogue. Monsieur Jean Ping n'est pas propriétaire de ces voix, tout comme moi, je ne suis pas propriétaire des voix des bamboudoïstes, puisque la plupart des voix des bamboudoïstes se sont portées sur Monsieur Jean Ping. Elles pourront demain aller à quelqu'un d'autre. Nul n'est propriétaire de ces voix. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller à ce dialogue-là avant la tenue des prochaines consultations?
Il est électorale? nécessaire d'aller au dialogue avant d'aller aux législatives. Ça peut prendre combien de temps, d'après vous, par rapport au volume quand même du travail à faire? C'est vrai que les gens ont déjà des dossiers sous la main, qu'on peut directement proposer des choses. Ça peut prendre combien de temps? Le dialogue prendra le temps nécessaire, mais pour moi, un mois suffira pour produire un dialogue avec ceux qui veulent bien aller au dialogue. Nul ne doit se sentir indispensable, nul ne doit se sentir propriétaire du pays, même pas le président de la République qui nous a dit dans un séminaire restreint à Franceville qu'il avait un patron, c'était le peuple gabonais, mais qui ne se sentait pas lui-même propriétaire du peuple gabonais. Je pense que ça doit nous inspirer, nous les opposants, y compris les opposants extrémistes, parce qu'ils sont nombreux. On va passer à la partie consacrée effectivement à votre fonction de vice-premier ministre. C'est un chantier, des défis assez importants. Peut-être cette petite question, vous allez peut-être trouver, vous allez y répondre. Vous n'avez jamais été dans une administration classique. J'ai essayé de reparcourir à nouveau votre CV. Vous avez fait de brillantes études, c'est pas pour vous jeter des fleurs, avec un doctorat en sciences sociales, en philosophie. Vous avez fait pratiquement le tour du monde. Vous êtes parti en mission humanitaire, je me rappelle des notes que vous étiez en Bosnie-Herzégovine. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Mais comment véritablement embrasser des fonctions aussi importantes, aussi délicates, quand on n'a pas exercé, on n'a pas été, je vous le dis simplement, vous n'avez pas été chef de service dans une administration classique. Mais ça vous pèse? Je vous apprends aussi que Barack Obama, on n'apprend pas à devenir président de la République, on le devient. On n'apprend pas à devenir ministre ou vice-premier ministre, on le devient. En d'autres termes, c'est à chacun d'habiter sa fonction. Occasion pour moi de dire que je ne me sens pas du tout vexé par votre remarque, puisque je préfère être ce que je suis qu'être un ministre qui a pillé des centaines de milliards au gouvernement ou quelqu'un qui n'a pas fait progresser le pays. Il y a des gens, c'est pour ça que je me définis d'abord comme un David. David dans la Bible, c'est celui qui vient au nom du Seigneur devant Goliath, devant des puissants, devant des gens qui sont surarmés, devant des systèmes absolument peut-être performants et impressionnants, mais c'est justement le petit David avec sa fronde qui arrive à terrasser l'orgueil de Goliath, et moi je m'inscris dans cette vision théologico-politique. D'accord, alors on va maintenant commencer peut-être nous rappeler un peu vos missions, sinon les principales missions, et puis nous dire les grands chantiers, sinon l'un des plus grands chantiers sur lesquels vous êtes disons, engagé actuellement. Je m'inscris principalement dans la logique des 100 jours, telle qu'est dictée par le Premier ministre dans sa présentation de la feuille de route pour les 100 jours. En ce qui concerne mon ministère, il s'agissait bien évidemment d'abord de régler les nombreux conflits liés au foncier, avec des drames à nos portes. Je me suis attaqué en priorité aux litiges d'Argondje, de Bikele, mais aussi à Port-Gentil, demain à Tchibanga, à Mouila, parce qu'il y a trop de désordre dans le pays. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Les gens ne respectent plus l'autorité de l'État. Lorsqu'il n'y a plus d'État, c'est la loi de la jungle et tout le monde est en danger. L'État, c'est nous tous. Il faut restaurer l'autorité de l'État. C'est pour cela que je ne cesse d'appeler au nouvel ordre urbanistique. Ça passe par quoi? Mais ça passe d'abord par le règlement des conflits, par des réformes, notamment une nouvelle loi d'urbanisme qui va permettre la réforme de l'agence de la NUTTC, sans laquelle on ne peut pas réorganiser le foncier. Ça passe aussi par une meilleure reconnaissance du travail de nos administrations. Par exemple, nous avons la Direction générale de l'urbanisme qui a déjà des projets intéressants, une faculté de produire des outils de planification, et nos administrations ne sont pas toujours reconnues, alors que ce sont des gens qui ont fait des études. Nous avons des fonctionnaires extrêmement compétents, extrêmement brillants, et qui ne sont pas reconnus en tant que tels. Et enfin, bien sûr, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, mais je me résume puisque nous n'avons pas le temps. Il s'agit de réorganiser l'urbanisme au Gabon, un urbanisme propre, arrêter la saleté, faire disparaître les MAPAN,
faire disparaître les zones sous-intégrées, rénover les quartiers, donner des parcelles. Des parcelles. Les Gabonais, que vous-même vous êtes né peut-être dans les Mapan. Moi-même, je suis né dans le Mapan de Sorbonne-Garoutière. Donc, je suis du côté des populations, mais pas dans le désordre. Pas dans le non-respect de la loi. Je dis que nous allons construire des milliers de logements. Nous allons rénover les quartiers. Vous avez promis 10 000 par an dans votre projet de société. Eh bien, c'est tout à fait possible si certains membres du gouvernement PDG cessent de me bloquer. Je ne suis pas leur chose et ils n'ont pas le droit de mener la guerre au vice-premier ministre parce que c'est contre le président de la République qu'ils mènent cette guerre. Donc, nous avons, oui, les moyens de construire des milliers de logements malgré la tension budgétaire dans laquelle nous sommes à travers les partenariats public-privé, nous pouvons construire des milliers de logements si certains oublient leur culture pédégiste. D'accord, faisons le point rapidement sur Angonje, sur les questions de déguerpissement. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Vous avez pu obtenir quelque chose avec les collectifs des déguerpis? Alors, j'ai la joie et le bonheur d'annoncer à l'opinion qu'aujourd'hui même, avant de venir assister à cette émission, nous avons trouvé un modus vivendi entre l'État, entre l'administration que je représente et l'ensemble des collectifs d'Angonje et de Bikele. Tout le monde a accepté de répondre à la demande du gouvernement représenté par la modeste personne qui vous parle. C'est-à-dire que les collectifs demandent tout simplement un report de quelques jours et chacun accepte de sortir des maisons et des logements qui ne sont pas les leurs. Et pour cela, je vais produire dès demain un arrêté leur permettant d'allonger les délais de départ de ces logements. Et ensuite, j'ai mis en place un comité de crise qui réceptionnera les dossiers de ceux qui seront partis volontairement parce qu'il y a à peu près 300 maisons qui vont se libérer et nous pourrons probablement régulariser certains publics qui ont de quoi payer parce que ce n'est pas des maisons qu'on peut occuper cadeau et qui répondent aux critères d'éligibilité. Au fond, nous avons trouvé un accord malgré les manipulations, malgré ceux qui jetaient de l'huile sur le feu. Moi, j'ai confiance dans les Gabonaises et les Gabonais. Quand les autorités leur expliquent clairement que nous voulons le respect de l'autorité de l'État, les populations répondent en se sentant protégées par l'État et jouent le jeu en acceptant les conditions. Je me réjouis de dire ce soir que nous sommes quasiment sortis de la crise de Bikele et d'Angonje. Et ce sera le cas dans tout le pays. J'en prends l'engagement. Monsieur le vice-premier ministre, la demande en logement au Gabon se chiffre à plus de 45 000 logements. Dites que vous allez construire 10 000 logements par an. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Mais au regard bien entendu de la situation économique du pays, qui est lourdement impactée par la chute du prix du pétrole. Alors, je voulais ajouter, avec votre permission, que le chef de l'État lui-même a reconnu que s'il y a un secteur finalement qui a pris du retard, où il n'est pas véritablement vraiment content de lui-même, c'est le domaine, le secteur du logement et de l'habitat. Ça veut dire tout simplement que toutes les politiques antérieures n'ont pas pu véritablement pas donner les fruits escomptés. Est-ce que vous pensez réussir ou, entre parenthèses, vos prédécesseurs n'ont pas pu réussir? Avec quels moyens surtout? Mais votre question est bonne et m'oblige à dire la vérité parce que moi, je suis au service de la vérité, même en politique. Mais pourquoi le président Ali Bongo n'a pas réussi son premier mandat en matière de logement? Mais c'est parce qu'il était entouré de faux amis. Ces faux amis étaient au gouvernement. Moi, je vais diligenter une enquête de ce qui a été fait au ministère de l'Habitat depuis 2009. Et je vous le dis, si je découvre, si j'ai la preuve que tel ministre a détourné les 200 milliards de francs CFA que le président Ali Bongo a mis dans le secteur du logement, je vous le dis, ces personnes, même PDGistes, même au gouvernement, seront poursuivies. Et s'ils doivent être entendus, ils seront entendus. S'il faut qu'ils aillent en prison, moi je ferai en sorte qu'ils aillent en prison. Parce que je ne suis pas au gouvernement pour couvrir le désordre et le mensonge. Je le dis de manière très claire, il y a des soupçons avérés. Parce que ce ministère de l'Habitat a été fermé déjà par le président Ali Bongo lorsqu'il a découvert
que presque des centaines de milliards, 200 milliards de francs CFA avaient disparu dans le secteur du logement. Alors, si on m'a choisi pour diriger ce département, ce n'est pas pour que je vienne m'enrichir. Ce n'est pas pour venir vendre des parcelles. Je ne suis pas là-dedans, pour parler prosaïquement. Je suis là pour servir les Gabonaises et les Gabonais, même si les Gabonais ne me comprennent pas encore peut-être. Mais ils vont commencer à me comprendre. Je dis que les Gabonais ont le droit d'avoir des parcelles pour construire leur maison. Ils ont le droit d'avoir des logements. Ce qui manque, c'est la volonté politique. On a l'argent dans le domaine des partenariats publics-privés. On peut avoir l'argent même dans les politiques publiques que nous développons. Mais j'accuse mes prédécesseurs, avec quelques exceptions, d'avoir volé l'argent des Gabonais. Ils ont pris des milliards. Ils ont même vendu le matériel de la Direction générale de l'urbanisme à des promoteurs privés. Vous assumez ce que vous dites? Vous avez Je l'assume et je le redirai devant les députés pédégistes que je rencontrerai lundi à l'Assemblée nationale pour défendre un budget dont je suis responsable et pour lequel je ne suis pas coupable. Vous ne craignez pas les lobbies? Je ne crains pas les lobbies, je n'ai peur de personne et je n'ai peur de rien. Et je n'ai même pas peur de sortir du gouvernement. Il y a eu un budget. Et c'est ce qui me rend libre. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ce qui me rend libre, c'est que je n'ai peur de personne, je n'ai peur de rien, je n'ai peur que de Dieu. Je dis bien, je n'ai peur que de Dieu et le peuple est l'autre nom de Dieu. Je dis qu'il y a eu trop de voleurs au gouvernement, des détourneurs de fonds et leur place est en prison. Et je me demande comment le président de la République n'a pas encore facilité leur arrestation. Est-ce que c'est la mission que le président de la République vous a assignée? Le président de la République ne m'a pas assigné de mission. Je fais mon job. Il vous a dit de construire les logements et de donner les moyens. Nous sommes aujourd'hui... il va me donner les moyens. Eh bien, nous allons voir la loi des finances de 2017. Nous sommes le 18 aujourd'hui. Au bout de combien de temps, vous avez réglé la question d'Angodje et des Bikele, mais au bout de combien de temps vous pensez que sur le front social concernant le logement, on aurait un apaisement véritablement? Au bout de combien de temps? Fin 2017, je vous dis qu'on commencera à voir au moins de manière intéressante les premiers résultats, malgré les Vous avez choisi les oppositions sites, vous avez convenu avec les entreprises, vous avez à la limite peut-être faire un planning au plan global, parce qu'il n'y a pas que Libreville, il n'y a pas que la province de l'Estuaire, il y a 9 provinces, il y a beaucoup de départements. Vous avez suivi les médias, je rentre de Port-Gentil où j'ai visité d'ailleurs le nouveau stade de la Cannes qui est opérationnel pratiquement. Opérationnel, oui, mais j'ai constaté aussi que nos populations souffrent dans le Boué maritime. Sur la route Port-Gentil-Omboué, il y a déjà des installations anarchiques. Partout, on s'installe de manière anarchique. Sur la route du stade, c'est l'anarchie. Sur la route du Cap Lopez, en pleine zone franche, les gens s'installent et défient l'autorité de l'État. J'ai dit aux Port-Gentillais qu'il faut respecter l'autorité de l'État et il faut partir. Il faut accepter le réaménagement urbain. Moi, vous avez obtenu leur accord? Moi, ce que je leur propose, par contre, parce que c'est ma responsabilité, c'est de produire des parcelles à travers notamment l'ANUTTC, et l'ANUTTC doit être réformée et ne doit pas encourager le désordre. Et en sus, j'ai promis que la Direction générale de l'urbanisme allait produire des outils de planification pour que nous puissions réaménager des terrains qui appartiennent à l'État. Les Gabonais ont le droit d'avoir des parcelles pour construire leur maison. Ça, on le comprend. Mais les Gabonais n'ont pas le droit de défier l'autorité de l'État et de favoriser la loi de la jungle. Chacun s'installe où il veut, fait ce qu'il veut, c'est le plus fort qui l'emporte. Si on le fait, c'est qu'il n'y a plus d'État gabonais. Donc mon job, si je puis m'exprimer ainsi, c'est de faire respecter l'autorité de l'État, c'est de donner des parcelles, c'est de produire entre guillemets des logements et je demande aux populations de faire confiance au gouvernement, de faire confiance au vice-premier ministre et dans ce cas-là, ce sera comme un retour au consensus que nous avons perdu grâce aux opposants issus du PDG qui ont cassé le consensus national. Moi, je suis un opposant non issu du PDG qui veut rétablir le consensus national. Monsieur le vice-premier ministre, et justement, ce n'est pas un gouvernement pédégiste et certains pédégistes qui sont allés insulter le vice-premier ministre à Moabi, eh bien, doivent s'en souvenir. Monsieur le vice-premier ministre,
Vous êtes dans le gouvernement, vous êtes là pour exécuter une politique, une vision du président de la République, notamment l'exécution du plan stratégique Gabon émergent. On constate qu'on a l'impression que vous voulez exécuter votre projet de société que vous avez présenté au Absolument Gabonais. pas, absolument pas. On a l'impression que la notion de solidarité gouvernementale, vraiment, il n'y a pas trop de complicité. Est-ce que vous n'allez pas vous voulez faire cavalier seul? Mais ce n'est pas une question de cavalier seul. Je suis là pour appliquer le programme d'un président qui a été élu. Il s'agit du président Ali Bongo Ondimba en responsabilité et pas dans le mensonge. Je ne suis pas un de ces faux amis du président qui viennent lui raconter des histoires à dormir debout et qui ne font pas sa politique, qui font en réalité leur stratégie politique, c'est-à-dire faire chuter le président de la République. Mais moi, je vous le dis, oui, au niveau du plan stratégique Gabon émergent, j'ai choisi de travailler dans le cadre de son innovation, c'est-à-dire de son applicabilité. Je ne suis pas responsable de l'échec des agences, par exemple, en matière de grands travaux. Ceux qui ont fait échouer les agences, ce sont ceux-là qui n'ont pas appliqué la politique du président Ali Bongo. Moi, j'ai au contraire l'intention de faire réussir ce mandat avec l'ensemble du gouvernement sous la responsabilité du Premier ministre, mais je n'ai pas l'intention d'être un vice-premier ministre de pacotille dont on se sert et qu'on veut manipuler. Ça, je ne suis pas d'accord. Monsieur le vice-premier ministre, je m'en voudrais de ne pas poser cette question parce que c'est une question qui occupe beaucoup les Gabonais. Au Gabon, nous avons plus de 210 000 ménages locataires et généralement les contrats sont souvent tacites avec les bailleurs. Nous savons également que l'État ne peut pas construire logement pour tout le monde. À ce niveau-là, est-ce que vous, en tant que ministre de l'Habitat, vous ne pouvez pas intervenir dans ce domaine parce que nous savons que les ménages locataires subissent souvent la loi des bailleurs? Bien entendu, c'est tout à fait injuste. Mes équipes sont en train de travailler sur une loi qui encadre les loyers. Nous sommes une économie libérale, mais aujourd'hui, les bailleurs se comportent comme des brigands. Il y a des mafias un peu partout, chacun pratique le prix qu'il veut, au détriment même des consommateurs. Il faut normaliser ce secteur. Il y a une réglementation qui existe. Il faut une réglementation. Elle existe. Elle existe, mais il faut lui donner un sens. Ce n'est pas tout de faire des lois, il faut faire des décrets d'application, mais ce n'est pas tout de faire aussi des belles lois, il faut les appliquer. Donc, en la matière, notre objectif est de normaliser le secteur de la location ou de la location-vente ou même de la vente ou tout simplement de la mise à disposition d'un certain nombre de structures qui permettent aux Gabonaises et aux Gabonais de mieux vivre. C'est la responsabilité des acteurs, des serviteurs de l'État que de favoriser le mieux-être, le mieux vivre. Voilà pourquoi il faut faire cesser la loi de la jungle. Au Gabon, je l'ai dit, il faut arrêter le désordre. Et le désordre vient du non-respect de l'État. Le non-respect de l'État vient non seulement des populations, mais aussi de certains serviteurs de l'État qui vont par exemple s'accaparer des maisons à Ngondje ou à Bikele. 5, 6, 7 maisons, alors que vous êtes vous-même des serviteurs de l'État, c'est anormal. Alors je le dis, nous devons nous mettre du côté des populations parce que nous sommes des responsables pour servir d'abord l'intérêt général. La résistance même des personnes qui sont habilitées à faire respecter cette réglementation, parce qu'on constate que ces mêmes personnes sont également de l'autre côté de la table, ils sont juges et partis. Eh bien, moi, comment allez-vous lutter contre cela? Il faut tout simplement promouvoir la compétence au Gabon. Au Gabon, on fait la promotion des cancres contre les compétents. Il faut arrêter cette culture. Voilà pourquoi j'ai aussi le plaisir de vous annoncer que pour le vice-premier ministre, aucun directeur général d'établissement sous tutelle ne doit penser qu'il a un titre foncier. Voilà pourquoi j'ai décidé, en application de certains souhaits, y compris du président de la République, de faire désormais des appels à candidature pour tous les postes de directeur général dans mon administration. Ainsi donc, pour devenir... Ce sera une innovation. C'est une innovation. Le poste de directeur général de la SNIL n'est pas une propriété privée, n'est pas un titre foncier. Directeur général de l'ANUTCC, c'est pareil. La SNLS, c'est pareil. Le centre technique de l'habitat, c'est pareil. Je dis que, si vous me permettez, que les Gabonaises et les Gabonais qui sont dans la diaspora, qui sont dans la fonction publique,
qui sont des Gabonais compétents, qui pensent qu'ils peuvent servir ce pays, eh bien pourront répondre aux appels à candidature que je vais lancer dès la semaine prochaine pour les postes de directeur général de la SNI, de l'ANUTTC, de la SNLS, du CTH et bien d'autres directions générales. Parce que il faut arrêter cette culture de l'impunité et de ceux qui pensent que parce qu'ils sont les amis du président ou les amis de tel ministre, ils peuvent se permettre de faire perdre de l'argent à l'État. Pensez-vous que ce soit normal que l'État ait par exemple remboursé les 100 milliards de francs CFA que la SNI devait à la banque BGFI? Je dis non. Il faut promouvoir la compétence. Il faut arrêter avec la promotion des cancres. Voilà, on va peut-être boucler, nous sommes pratiquement au terme de cette émission magazine Vendredi Politique sur les antennes de Gabon Télévision. Une dernière question. On a vu le chef de l'État la semaine, je pense 2 ou 3 semaines, à Ngondje, dans le cadre des inondations. Des travaux ont été entrepris, mais apparemment, ça n'a pas encore été réglé. Est-ce que vous avez fait un tour là-bas? Mais bien entendu, il est de mon rôle de faire des tours là où c'est nécessaire et parfois discrètement. Je connais bien cette situation, j'y suis allé sous la pluie. Le problème des inondations est dû essentiellement à l'installation des populations sur les bassins versants et parfois au non-respect de la réglementation, y compris par nos administrations. Il n'est par exemple pas normal qu'au bord de rivières, on trouve des bornes cadastrales qui sont posées par des fonctionnaires. Voilà pourquoi il est plus qu'urgent de normaliser les choses, d'arrêter le désordre, parce que nous assistons à la chute des prix du pétrole. Nous devons donc diversifier notre économie. Et quelles sont les poches d'enrichissement possibles? Il y a de nombreux secteurs, mais il y a le tourisme. Si nous voulons que le Gabon devienne une destination de tourisme, notamment écotourisme, mais aussi le tourisme de luxe, parce que peut-être que nous ne devons pas ouvrir tout azimut notre pays au tourisme de masse, il nous faut donc un cadre de vie qui soit absolument merveilleux et admirable. Pour cela, il faut arrêter le désordre. Parce que si nous nous installons par exemple sur la route Port-Gentil-Omboué de manière anarchique, quelle image voulons-nous donner aux touristes qui vont venir? Nous allons avoir la Coupe d'Afrique 2017. Ouais. Quelle image allons-nous donner aux médias? Non, mais si vous me permettez, laissez-moi dire une dernière phrase. Nous avons le stade, le merveilleux stade de Port-Gentil. Eh bien, là, sur les 22 kilomètres dits de Forason-Bega, eh bien, c'est l'anarchie. Quelle image allons-nous donner aux touristes et aux journalistes et aux visiteurs qui vont arriver? Une mauvaise image. C'est pour cela que nous devons réorganiser l'espace où vivent les Gabonais. Quel sort réservez-vous à ces populations qui sont déjà installées? Il a dit qu'elles vont être déguerpies, mais par contre en Ngondje, est-ce qu'il y a un plan d'urgence? Parce que nous sommes en pleine saison de pluie, les travaux là-bas n'avancent pas beaucoup pour permettre l'écoulement rapide des eaux. Est-ce que vous avez également apporté la contribution? Parce qu'il y a eu qui ont souffert de ces inondations. C'est vrai, le gouvernement a envoyé la Croix-Rouge, il y a eu une assistance qui s'est manifestée. À votre niveau, qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui peut se faire maintenant là? Ou qu'est-ce que vous avez préconisé pour ces populations qui ont les pieds dans l'eau? Les risques d'avoir les pieds dans l'eau de manière permanente. Eh bien, moi je salue déjà les initiatives qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur, la Croix-Rouge, le gouvernement pour apporter assistance aux personnes sinistrées. Et cet effort va continuer, n'en doutez pas. Mais ce qui est important, c'est que nous changeons de culture. Il faut respecter la loi. Ce que je demande ce soir, c'est de restaurer le consensus national autour du respect des lois et des réglementations et des normes d'urbanisme. Si les populations respectent la loi, font confiance au gouvernement et à l'État, eh bien ces populations vont avoir des logements, vont avoir des parcelles. Nous allons produire les parcelles nécessaires et les proposer aux populations, c'est-à-dire des parcelles et des terrains aménagés. J'ai pris un arrêté il y a quelques semaines qui interdit l'attribution de terrains non aménagés par l'État. Parce que lorsque vous vous installez n'importe où et qu'il y a un éboulement, vous accuserez l'État. Vous accuserez, encore une fois, le président ou le gouvernement. En réalité, c'est un partenariat entre les populations et l'État.
aux populations le respect des lois et des règlements, à nous, l'État, de produire des parcelles aménagées, à nous, l'État, le devoir de proposer des logements. Mais moi, je prends l'engagement ce soir. Je ne suis pas venu à l'habitat comme certains pour m'enrichir. Je ne suis pas venu pour devenir le premier propriétaire foncier du pays. Je suis venu pour servir les Gabonaises et les Gabonais. Et je m'engage à produire les parcelles, je m'engage à produire les logements au nom du gouvernement, au nom de la République. Monsieur le vice-premier ministre, merci. Peut-être on va vous solliciter à nouveau au bout des 100 jours, parce que les 100 jours arrivent bientôt. Le gouvernement a pris des engagements pratiquement dans tous les secteurs. Il y avait des priorités et on fera certainement le point dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement pour voir en 100 jours qu'est-ce que votre département a pu faire par rapport aux instructions de Monsieur le Premier ministre du gouvernement sous l'impulsion du chef d'État Ali Bongo Ondimba. Merci d'être venu. Et certainement on va se retrouver pour une autre émission, Vendredi Politique, pour en débattre plus largement sur des questions sur lesquelles on n'a pas pu apporter des réponses ici. Merci à vous aussi de nous avoir regardés. Je rappelle que nous avions pour invité ce soir à Vendredi Politique Monsieur Bruno Bernmoubamba. Je disais que nous étions entre le réalisme politique et les convictions personnelles, à la fois vice-premier ministre, mais à la fois aussi président fondateur d'une nouvelle formation politique, la CR, l'Alliance pour le changement et le renouveau. Merci et à très bientôt.